Laurent Dubreuil, est-ce que tu as déjà obtenu un record du monde? En patinage de vitesse, oui, pas en athlétisme. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu es le plus rapide de l'histoire? Ben, dans un sport de temps là, comme nous, là, c'est pas jugé, là, c'est pas au hockey qu'il y a plein d'affaires qui peuvent arriver. C'est ton chrono, c'est ta performance, c'est ta valeur en tant qu'athlète. Tu sais, Usain Bolt, c'est 9,58, tout le monde s'en souvient en 2009 à Berlin. Là. Tu sais, ça prend juste une fois, une performance, un temps pour montrer ta valeur. Fait que c'est vraiment quelque chose de gros, puis c'est tout ce qui compte dans nos sports à nous. J'imagine que ça a été un moment important pour toi, puis ça l'a été pour Audrey Leduc parce qu'on en parle sans arrêt depuis quelques mois. 2 records canadiens à l'espace d'un mois aux 100 mètres et aux 200 mètres, et on la rencontre à l'instant, Audrey Leduc. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Salut tout le monde, bienvenue à Les deux côtés de la médaille, le balado qui parle des sports olympiques, même avant les Jeux, même après les Jeux et des sports en fait de haut niveau au Canada. Mon nom est Marc Durand, je suis en compagnie de Laurent Dubreuil. Salut Laurent. Salut Marc, ça va bien? Ben, ça va très bien. Écoute, toujours heureux de te jaser puis de rencontrer des athlètes avec ce balado qu'on vient de lancer qui, j'espère, va combler un besoin, hein, si on veut, dans la couverture médiatique de nos athlètes de haut niveau, de nos sports de haut niveau au Québec et au Canada. On l'a dit, on connaît tous les trios du Canadien, mais malheureusement pas beaucoup notre 4x100 mètres, par exemple. Non, exact. Puis moi, aujourd'hui, je suis particulièrement content d'être là parce que l'athlétisme, c'est... On me demande souvent quel sport t'aurais fait si t'avais pas été patineur. Ben, premièrement, j'aurais pas été bon dans rien d'autre que le patin, là. On se mentira pas. Mais s'il y a un sport que j'affectionne particulièrement, c'est bien l'athlétisme. Là. Le sprint en athlétisme, je trouve que ça ressemble beaucoup au patin de vitesse. Ton corridor, ton temps, ta propre performance. Pas d'excuses, hein. C'est toi contre toi-même. Puis c'est pour ça que je suis très content d'être là pour parler à Audrey. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation, spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Salut Audrey! Salut à vous deux! Hey, on est vraiment content de te recevoir, c'est génial. Écoute, 25 ans, bac en psychologie à l'Université Laval, le MBA se termine pour toi. La femme la plus rapide de l'histoire au Canada aux 100 mètres et aux 200 mètres. Il me semble que ça paraît bien dans un CV, ça. Oui, je dirais que c'est certain que ça peut paraître bien. Écoute, 3 sélections probablement pour les prochains Jeux à Paris, tes premiers Jeux également. On va parler de tout ça, mais moi j'ai une question en entrée de jeu, Audrey. Je me suis toujours demandé, souvent en sport, j'imagine, dans la vie de tous les jours, d'être la plus rapide au Canada. Est-ce que c'était déjà arrivé de surprendre quelqu'un dans le quotidien, à rattraper quelqu'un, par exemple, qui se sauvait, je sais pas, tu as déjà été victime d'un hold-up ou as-tu déjà voulu aller rejoindre la caisse de l'épicerie avant l'autre à côté qui semblait se dépêcher pour prendre la file? Non, c'est jamais arrivé là, pour un hold-up, mais en fait, quand on magasine aux fleurs, vu que on était au printemps, ben il y a quelqu'un qui disait, il dit c'est combien pour cette fougère-là? Puis là, la madame a dit, je sais plus c'est quoi le prix, mettons 45 ou 35. Puis là, le monsieur est comme, mais qu'est-ce qui arrive si je pars en courant? Avec, tu vas pas me rattraper? Mais moi, j'étais à côté. Puis je venais faire le record canadien au 100 mètres. Et là, j'étais comme, OK, mais j'ai rien dit. Mais là, il leur dit encore. Puis comme, tu sais, mais tu vas faire quoi si je pars à courir? Puis là, j'étais comme, mais Colin, OK, mais il veut vraiment partir avec sa fougère, là. Ouais. Mais j'étais comme, mais j'ai failli le dire, mais j'ai pas rien dit par rapport à ça. Mais, tu sais, il aurait pas pu, là, j'aurais pu rattraper facilement. Donc, ça, c'est drôle. C'est comme je pense à Laurent, au hockey, tu dois être assez rapide. Je suis pas particulièrement à l'aise pour tourner à droite, hein, parce que nous on tourne juste à gauche, mais l'accélération puis virage à gauche, j'ai toujours été curieux d'essayer en patin de hockey un tour comme au match des étoiles là, que McDavid gagne à chaque année. Ouais. C'est peut-être un projet là, dans les prochaines années, là, mais j'ai le feeling que je pourrais être quand même pas pire à ça. Là. Ça ressemble beaucoup à mon patin à moi aussi, là, même si c'est des patins différents.
Écoute, 100 mètres, donc c'était en mai dernier, je ne me trompe pas. Non, le 20 Avril. avril. 20 avril, c'est ça? Ouais. 10,96, tu avais-tu le record canadien qui datait de 1987, c'est bien ça? Là, je sais pas. Mais je Je sais sais que ça datait de 36, 37 ans. 36 Ça. ans, ouais, c'est ça. Donc, ça, c'était à Bâton Rouge, à Louisiana. Donc, ça, c'est 33 km/h. On fait du vélo, là. Moi, je fais du vélo. Puis quand je vais à 33 km/h, je trouve que je vais vite. Mais Toi, t'as tu fais peu, c'est ça. 33 km/h de moyenne. Oui, moyenne, en plus, c'est ça. Donc, tu as un Bon. pic à 40, peut-être, je sais pas. Oh my God. Ouais, ça, c'est quand même drôle parce que je me rappelle, je sais pas, j'avais jamais calculé, mais je sais que mon entraîneur à Gatineau, mon ancien entraîneur, avait déjà calculé, puis il était comme t'es encore correct pour courir dans les zones scolaires. Mais maintenant, Mais j'imagine. ça, c'est très drôle. Alors, écoute, j'ai entendu plein de choses sur toi, j'ai lu sur toi beaucoup, et même si tu étais dans la région de Québec, puis nous, on est de Québec, je te connaissais à peu près pas. Là. Je savais que tu étais une membre de l'équipe du Rouge et Or, de Laval. Fabrice Acoué, je l'ai connu comme joueur du Rouge et Or. Je connaissais pas trop sa carrière d'entraîneur, mais qu'est-ce que ça fait depuis quelques mois d'être sur toutes les tribunes? Tu es partout, partout actuellement. Ah, ben c'est un honneur. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir cette chance-là de pouvoir se faire voir puis de pouvoir faire voir son sport. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment plaisant de pouvoir faire découvrir l'athlétisme à tout le monde, surtout juste avant les Jeux. Puis c'est les Jeux d'été, donc ça la donne bien que ça peut donner la piqûre aux gens, ça peut les faire leur créer un certain attachement aussi au sport en question. Surtout qu'en athlétisme, je trouve on a quand même beaucoup de Canadiens qui ont des chances de très bien performer Oui. cette année. Donc, c'est vraiment plaisant de pouvoir donc, montrer ça dans le fond, puis de faire découvrir l'athlétisme aux gens. Et ça, c'était le 100 mètres. Immédiatement après, il y a le 200 mètres qui est arrivé. Et même chose, record canadien. Ça fait pas si longtemps. Là. Il y a quelques jours seulement à Atlanta. 22,36 par 14 centièmes. Le record datait de 2017, celui-là. Donc, 2 records canadiens coup sur coup. À quelque part, est-ce que tu as ça en tête lorsque tu t'entraînes ou c'est vraiment une progression puis ça donne que ce sont des records qui sont tombés? En fait, j'avais jamais en tête les records canadiens. C'était pas Ah quelque oui. chose qui m'était... non, c'était juste de faire les Jeux olympiques. Puis cette année, c'était même pas l'objectif nécessairement de se classer en ayant les standards. Donc, c'est juste un plus cette année pour être bien honnête. Puis jamais, je sais pas, jamais j'aurais pensé que j'aurais fait les 2 records canadiens. Laurent, qu'est-ce qui t'impressionne dans tout ça? Je sais pas si tu as des Ben, questions. la progression est fulgurante là, quand on regarde les chronos. Là, je veux dire, ton record personnel, c'était 11,38. Il y a un an, 19, c'est 4 dixièmes. Les gens ne réalisent pas, s'ils ne connaissent pas les sports de temps, que 4 dixièmes, c'est un monde là, sur une distance de 11 secondes. Là, en pourcentage, c'est énorme comme progression. Au 200, c'est même plus d'une seconde par rapport à ton meilleur temps avant cette saison. Comment t'expliques cette amélioration-là? As-tu changé quelque chose à l'entraînement? C'est-tu technique? C'est-tu mental? Oui à toutes ces réponses. Es-tu capable de mettre le doigt dessus? Bon, on va commencer par le 100 mètres, puis après ça, je vais parler du 200 mètres. Donc, au 100 mètres, ben, dans les deux, il y a une certaine cohérence. Là. Donc, ce qui s'applique au 100 mètres va également s'appliquer au 200 mètres, mais le 200 mètres, c'est une autre histoire. Donc, c'est pour ça que je vais commencer par le 100. Vas-y. Dans le fond, au 100 mètres, le 60 qui se déroule à l'intérieur a un gros impact sur le temps qu'on va faire. Puis, cet hiver, j'ai réussi à faire un record personnel de 21 centièmes au 60 mètres. Donc, avant, c'était 7,42, puis j'ai fait 7,21. Alors, juste là, j'ai eu une belle amélioration, puis c'est sur 60 mètres. Et moi, ma force, c'est la fin du 100 mètres, donc plus ce qui se produit en 60 et 100. Donc, en ayant amélioré mon premier 60 mètres par 21 centièmes, on peut, avec la logique, voir qu'il va y avoir une amélioration sur le 100 mètres également, puis qu'en plus, ma vitesse, ben dans le fond, pas ma vitesse, excuse, mais ma force, c'est la fin du 100 mètres. Donc, on va voir qu'il y a une, comment dire, ça se découle. C'est un effet domino dans un certain sens. Une règle de 3. Exact. Donc, c'est un peu pour cette raison-là. C'est sûr qu'il y a eu on s'entraîne à Montréal maintenant. Tu sais, j'ai déménagé de Québec à Montréal avec le Centre national. Donc, on était avec l'INS également pour tout ce qui est au niveau des services. Tu sais, je vois de façon régulière, je dirais, mon thérapeute mental, la nutrition, tu sais, tout plein d'éléments aussi, mais l'élément principal, je dirais que c'est aussi une progression de plusieurs années, puis que tout ce qui était présent, mais qui n'arrivait pas nécessairement au même moment dans les années précédentes, arrive cette année.
Au niveau du 200 mètres, je pense qu'il y a aussi un aspect mental. Donc, le 200 mètres a toujours été l'épreuve que j'aimais moins le faire parce que quand tu cours pas bien un 200 mètres, ça fait mal. C'est bizarre à dire, c'est juste 200 mètres, mais c'est pas l'épreuve la plus plaisante quand que tu la cours pas comme il faut parce que c'est facile de casser. C'est facile de cogner le mur, puis d'après ça, il faut que tu finisses le 200, puis c'est difficile. Ce qui fait en sorte que c'était pas mon épreuve favorite. Donc, quand ça te tente pas de faire quelque chose, ben, ça peut paraître sur la piste, sur le terrain, peu importe, sur la glace. Donc, je dirais il y a eu une grosse amélioration de 200 mètres. Une des raisons, c'est parce que j'étais plus motivée également à le courir, mais aussi avec mon amélioration du 60, du 100 mètres, on peut voir que là, c'est sur 200, puis on va dire, l'endurance vitesse, donc plus je suis capable de courir vite longtemps, était meilleure cette année. Donc, on peut le projeter sur 200 mètres et non pas juste arrêter au 100 mètres. Je sais pas si c'est clair. Là. Ben, ça l'est pour Laurent, je suis convaincu. Hein? Toi, oui, moi, ça me parle beaucoup, là, en effet, le côté entraînement. Est-ce que ton amélioration, ça part du 60 pour ton 100 mètres? Parce que tu dis que tu étais quelqu'un qui avait un meilleur top speed, si on veut, là, quand tu as pris ta vélocité de maintenir jusqu'à la fin du 100 mètres. Mm-hmm. Est-ce que ton amélioration à la sortie des blocs, c'est plus technique ou physique, tu penses? Ah, c'est une bonne question. C'est certain que les deux. Au niveau physique, je pense que je vais toujours être un peu en arrière de certaines filles sur la ligne de départ parce que mon physique n'est pas pareil, donc au niveau puissance. Donc, ce qui est correct parce que je peux les rattraper plus loin parce que moi, ma force, ça va être plus loin à cause justement que mon physique va me le permettre. Donc, c'est comme un peu égal. C'est juste que eux, ils vont avoir leur meilleure partie de la course peut-être au départ, puis moi, ça va être plus vers la fin. Je pense qu'il y a aussi l'aspect technique qui est quand même bien, mais c'est juste l'exécution qui parfois n'est pas la meilleure, ou par exemple le temps de réaction. S'il y a plein d'éléments qui se passent en même temps, des fois, je vais être plus distraite, ce qui va faire en sorte que mon temps de réaction va peut-être être moins bon, par peur de... Si, mettons, le départ est super long, ben tu veux pas faire de faux départ, donc je vais juste faire l'inverse et rester dans les blocs au lieu de décoller au pas comme il faut, par crainte de partir trop tôt si je suis trop dedans. Parce que il y a certains starters qui sont vraiment lents, dont la dernière course qu'on a faite, là, c'était incroyablement long. Tu sais, je niaisais, puis on pourrait prendre un café pendant qu'on est sur la ligne de départ, tellement qu'ils sont lents, là. Ah, c'était hallucinant. Puis, tu sais, ben, je suis restée dans les blocs lors de la dernière course parce que, justement, je voulais pas... On dirait que tu veux pas faire de faux départ, mais parce que tellement que c'est long, donc on dirait que t'es moins concentré ou moins focus, mais c'est tellement long, puis ta fenêtre de « OK, je suis prêt à partir », on dirait qu'elle avait peut-être un peu disparu. Mm-hmm. Laurent, moi, écoute, encore une fois, je vois des liens avec ce qui s'est passé à Tokyo avec toi aux 500 mètres, alors que le starter était vraiment lent, puis ça t'a causé un faux départ qui était contesté aussi. Je sais pas si t'as un truc à Audrey là, par rapport à ça. Ou... Ah ben, je sais pas si j'ai un truc. Moi, ça me nuit quand c'est arrivé aussi. Ah ouais? Mais ça me parle beaucoup, en effet, que nous, en plus, on a droit à l'erreur en patin. Hein. On a encore un faux départ comme il y avait avant en athlétisme. En athlétisme, maintenant, le premier faux départ, c'est disqualification automatique. Ouais. Là, c'est vraiment, il n'y a pas de deuxième chance. Là. Ouais. Non, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je préfère rester dans les blocs que de faire un faux départ. De toute façon, tu rattrapes tout le monde. Mais là, ce que j'ai compris, je pense que c'est Fabrice qui expliquait ça il y a quelques années. Semble-t-il que c'est ça, ton physique est un petit peu différent. Peut-être à l'André de Grasse, il est plus élastique. Tu cours avec tes tendons, c'est ça que semble dire. J'aimerais qu'on comprenne un peu qu'est-ce que tu es directement, Audrey, physiquement. Je suis juste pas la plus musclée. Tu sais, faut des muscles, je fais de la muscu puis tout ça, mais peu importe, même si je me mettais à faire full de muscu, je serais pas plus grosse pour autant ou plus musclée. Ouais. Donc, je dirais que c'est juste... Je cours avec mes tendons, c'est plus ça ma force, c'est pas nécessairement les muscles. Donc, il faut que je sois puissante pour que mes tendons puissent se pousser puis tout ça, mais c'est pas... J'ai jamais été capable de mettre un mot sur ça, là. Et on me demande qui je suis ou peu importe, mais c'est juste plus un athlète qui est vraiment élastique, qui est pas lourde au sol, qui fait des mouvements rapides. Ouais. Est-ce que c'est ce qui fait en sorte que tu peux rattraper, justement, tu dis les départs, parfois, c'est pas ta force. On parlait de temps de réaction, mais peut-être qu'il y a moins de puissance au départ, mais tu finis par les rattraper, à la limite. Oui, mais c'est ça. C'est de là, c'est mon élasticité, c'est facile. Après ça, on dirait dès que je pars, puis ça part, ben, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, mais on le voit dans les vidéos, que c'est juste, tu vois, ça part comme un train, on va dire, ou je sais pas comment expliquer ça, mais c'est ça. Est-ce que
c'est bon à la limite, parce qu'encore une fois, je vois des lignes de graph. Je ne sais pas si c'est aussi son cas physiquement comme toi, mais il semble toujours partir un peu derrière pour rattraper et ensuite dépasser. Est-ce que le fait d'avoir l'équivalent d'un lapin, c'est justement intéressant aussi à quelque part? Oui et non, parce que ça peut nuire également, parce que tu peux défaire ta technique de course, tu peux défaire comment que tu veux partir au départ, tu veux, par exemple, rester un peu basse jusqu'à peut-être 25-30 mètres, puis commencer à te redresser. Puis si tu es derrière, puis trop derrière, ça peut te jouer dans la tête, puis de faire « Ah, il faut que je me lève, puis je parte à courir ». Mais si t'es pas trop derrière, tu peux maintenir cette progression-là, puis c'est ce qui va être beaucoup plus avantageux plus tard dans la course. On s'entend que c'est 100 mètres, là, c'est pas 1500. Donc, plus tard dans la course, ça vient dans les secondes qui suivent, mais c'est juste cette transition-là va te donner un push de plus. Puis si c'est défait à cause que tu es trop derrière au départ, ben là, ça peut venir nuire. Donc, c'est pas un juste milieu. Je comprends. Mais de toute façon, je te pose ces questions-là, puis je sais que ça n'a pas rapport parce que j'ai aussi entendu dire que tu courais les yeux fermés. Ça, il faut le faire, là. OK. Je cours les yeux fermés, mais j'avais jamais vraiment réalisé. J'ai vu une vidéo cet hiver, là, quelqu'un qui avait fait ça sur le circuit universitaire, quelqu'un posait la question, est-ce qu'elle court les yeux fermés? Puis, mais effectivement, sur cette vidéo-là, j'avais les yeux fermés. Après ça, j'ai réalisé à l'entraînement que oui, au départ, des fois, mes yeux étaient plus fermés. Puis après ça, on dirait que j'étais en transe. Donc, ils sont comme en train de faire ça, en courant avec les pas. Donc, oui, c'est fermé, mais pas nécessairement fermé. Parce que je vois très bien quand il y a des gens à côté de moi, où je les sens. Donc, je suis quand même consciente de mon environnement alentour, peu importe si mes yeux semblent fermés, s'ils le sont réellement ou pas. Ça se passe tellement vite aussi que je le réalise pas nécessairement. C'est drôle parce que je suis pas capable, comme Laurent, d'avoir des références entre ton sport et le sien. Mais moi, je joue de la guitare, je chante à l'occasion, puis je fais ça aussi. Je n'ouvre pas les yeux. Je parle. Là, je sais que je suis là sur scène, je ne tomberai pas en bas, là, mais c'est ça. On dirait que bon, c'est une façon de se concentrer ou d'être dans le moment présent. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, mais c'est sûr que tu as une ligne droite. Laurent, je te conseille pas. Non, ben c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, moi, à 60 km/h, quand le virage arrive, les yeux sont mieux d'être ouverts. Là. Le virage arrive vite, mais j'imagine qu'avec la répétition, tu sais, si j'avais les yeux fermés quelque peu au départ, j'imagine, peut-être que mon coach, il va écouter ça et il va capoter, là, mais j'imagine que ce serait pas si pire que ça. L'important, est-ce que tu avais les yeux fermés lorsque tu as fait tes 2 records canadiens? Je sais pas. Je m'en souviens pas, je réalise même pas. Je réalisais même pas que j'avais les yeux fermés. La seule affaire que je réalise, c'est que quand on pratiquait le relais, à un moment donné, j'avais les yeux qui étaient pas nécessairement ouverts ou qui étaient encore en train de shaker à moitié ouvert, à moitié fermé. Puis j'ai fait comme Audrey, il faudrait peut-être que tu ouvres tes yeux parce que tu donnes le témoin. Et ça serait comme pertinent de voir. Je me rappelle, j'ai eu cette mentalité-là. Puis ça, c'était en entraînement, pas en compétition, bien évidemment. Là. Mais c'est fou. Donc, mais tu sais, c'est pas fermé complètement. Mais oui, c'est fou. Mais on pense aux Paralympiques là. Puis il y en a qui sont aveugles puis sont capables de courir. Ils sont pas complètement aveugles, mais ils ont juste 4% de leur vision. On s'entend que c'est absolument rien en termes de pourcentage de vision, là, ils sont littéralement aveugles, mais ils sont juste capables de peut-être de voir des ombres, puis ils sont capables de courir en ligne droite. Donc, quand on est habitué de faire quelque chose, tu sais, on connaît nos environnements, puis si on est capable de voir le moindrement, ben je suis capable de rester dans ma ligne quand même. Puis, tu sais, ça fait juste me centrer sur moi, puis me concentrer sur moi également. Donc, c'est vrai. Mais, tu sais... Il y a beau avoir un coureur guide à l'avant aux Jeux paralympiques, il court quand même tout droit, là. Ah, c'est particulier. Ouais, mais il y en a qui n'ont pas de guide. Donc, il y en a qui n'ont pas de guide en plus. Hein, mon Dieu. Moi, j'ai connu un lanceur de javelot et de poids, France Gagné. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a gagné plusieurs médailles paralympiques. Puis il était aveugle. Mais c'est une anecdote. Une des premières fois qu'il va à un championnat québécois, il est installé sur la ligne de départ, puis il y a un juge qui lui dit, parce que ça paraissait pas tant que ça, puis il dit « Hey, là, c'est à toi à lancer, let's go, let's go ». Fait que là, il sait pas trop par où. Il lance son javelot, qui atterrit directement dans le tableau indicateur. Tu sais, les tableaux, ils mettent les distances. Là. Il aurait pu tuer quelqu'un. Les 2 côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Toi, tu as fait autre sport aussi, soit en longueur, soit en hauteur, tu as fait tout ça? Oui. Surtout dans mon jeune âge, au niveau hauteur, ou en longueur, l'année passée, j'en faisais. Puis encore une fois, cet été, j'en faisais pas. Puis peut-être que c'est la fin aussi de la longueur. Puis c'est ça. Mais... Il y a plusieurs sprinteurs qui ont commencé, qui ont délaissé le saut en longueur par la suite. Bruni Surin dans le temps, mais Marcel Jacobs, le champion olympique actuel aux 100 mètres, c'était un sauteur en longueur avant de se spécialiser.
Puis on voulait faire un parallèle, fait que là, ça m'ouvre la porte complètement, mais Jacobs avait sorti un peu de nulle part l'année des Olympiques, une grosse progression l'année des Jeux. Un peu comme toi, mon but, c'est pas de te mettre de pression, mais j'arrive avec ma question qui est, au début de l'année, tu avais sûrement des objectifs, mais là, est-ce que tu les as revus à la hausse depuis? Parce que quand on part d'un 11-38, puis tu parlais au début, tu sais, le but, c'était peut-être de me classer sans faire les standards ou peut-être par le relais, puis là, tu as les standards dans toutes tes distances. Est-ce que tu as revu à la hausse tes objectifs, puis c'est quoi? Ben, c'est certain, parce que le but, c'était de se classer aux Jeux olympiques par le classement mondial. Donc, c'est l'objectif. Puis là, en faisant les standards, c'est pas par le classement mondial. Donc, c'est vraiment juste avec les standards. Donc, tu sais, je me rappelle, j'avais dit à mon thérapeute mental, j'avais dit, ben, quand je vais être au jeu, je vais avoir atteint mon objectif. Il n'y aura pas de stress comme tel de plus parce que comme c'est les jeux, puis j'ai atteint mon objectif. Mais là, avec les temps que je fais, tu sais, je suis classée, je pense que c'est 9e en vue pour les jeux actuellement, puis c'est avec mon 10,96. Donc, tu sais, c'est comme, bon, on s'entend que c'est pas juste d'aller là-bas puis de pas stresser ou, tu sais, le but, c'est pas de mettre plus de pression, mais c'est pas juste d'aller faire une parade, là. On s'entend qu'on a des chances de faire la finale. Alors, l'objectif, c'est juste de passer de chaque étape. Donc, on s'est pas gagné d'avance, donc il faut se rendre en finale. Donc, c'est faire la qualification qui nous passe en demi, puis en demi, ensuite à la finale. Donc, c'est vraiment d'essayer de faire toutes ces étapes-là dans les 2 épreuves, donc 100-200, puis au 4x100, bien évidemment, ça va être la qualif. Je pense qu'il y a juste 2 rounds sur cela, donc c'est juste de faire la qualification pour la finale. Je me rappelle plus du 4x100, mais il me semble que c'est juste deux courses. Oui, sûrement, effectivement, bien dit. Mais tu vois, ben, c'est ça, tu te poses la question. Il y a quelque chose qui m'impressionne aussi, c'est que là, tu arrives aux Jeux olympiques avec des attentes élevées, le Canada aussi, tout le monde s'intéresse à toi maintenant, mais es-tu préparé? On peut pas se préparer à ça non plus. Laurent, tu les as vécu, les Jeux, tu as beau avoir été préparé, peut-être par un psychologue sportif, c'est quelque chose de gros. Est-ce que ça t'inquiète? Est-ce que, ou au contraire, regarde, ça va bien aller? Je sais pas comment tu vois ça, toi, Audrey. Ben, tu sais, je ne les ai jamais vécu, les Jeux. Donc, je sais pas à quel point c'est gros. Donc, j'ai vécu les Jeux du Québec, les Jeux du Canada. Donc, c'est les mini-jeux. Je sais que ça va être beaucoup plus gros que ça. Mais, tu sais, en 2022, j'ai fait le 100, le 200, le 4x100, puis le saut en longueur. C'est en l'espace de 5 jours. Puis, il y avait qualif et finale dans chaque épreuve. Donc, tu sais, c'est différent parce que là, c'est sur, je pense que c'est 8 jours, puis c'est 7 jours sur 8, peut-être 6, ça va dépendre, que je pourrais courir. Si on y va du côté optimiste, on fait toutes les rounds dans toutes les épreuves, ce qui fait en sorte que ça fait beaucoup, mais en même temps, on dirait qu'il reste encore beaucoup d'étapes avant d'être au jeu. Il reste encore une compétition vendredi, il y a encore les championnats canadiens qui sont au mois de juin, à la fin juin. C'est ça, à Montréal, donc qui sont du 26 au 30. Exact. Donc, il reste encore plusieurs compétitions avant de juste jumper puis de s'en aller au jeu. Puis en même temps, on dirait que je vais m'en aller là-bas juste... Tu sais, oui, tout le Québec, tout le Canada va être derrière, mais ils vont pas être littéralement là sur place. Donc, j'ai l'impression, je sais pas si Laurent, t'es d'accord ou pas, mais je sais pas si tu le ressens la pression quand t'es là-bas. Tu sais, il y a beaucoup de monde puis tout ça, mais je sais pas comment approcher nécessairement ça, mais... Ben, je pense que tu parlais des Jeux du Québec puis Jeux du Canada, puis ça peut paraître niaiseux, mais moi, je trouve que c'est une extrêmement bonne pratique pour les Jeux olympiques. Je trouve que les gens qui ont organisé les Jeux du Québec puis les Jeux du Canada, ils ont vraiment réussi. Tu sais, t'as ton sentiment d'appartenance à ta région, aux Jeux du Québec, tu mets des petits tatous. Moi, c'est Chaudière-Appalaches dans le visage, puis peu importe tu viens de où, t'es content quand quelqu'un gagne une médaille. Puis aux Jeux du Canada, c'est pareil, t'as l'équipe Québec, tu sais, tout le monde va se voir les autres sports, t'as les pins. C'est vraiment pareil comme les Olympiques, c'est des mini-Olympiques, c'est vraiment bien fait. En termes d'événements multisports, c'est une super pratique. Et au final, moi, ma façon de le vivre, c'est que ça reste la même chose. Oui, c'est plus gros, oui, il y a plus de médias, puis tu rentres dans un stade, mais en fait, je dis ça, mais moi, les derniers Jeux, il n'y avait personne là, en Beijing, là. C'était en plein COVID, c'était littéralement désert. Fait que c'était irréel comme expérience, mais tu rentres dans le stade, il est plein, puis il y a 10 fois plus de médias que d'habitude ou 100 fois plus, mais au final, ça reste, pour moi, c'est un 500 mètres de patin de vitesse dans mon corridor, je suis contre le même gars contre qui j'étais pairé la semaine d'avant ou 2 semaines avant en Coupe du Monde. Je connais tout le monde, fait que c'est pareil pour toi aussi, c'est quelque chose que tu maîtrises quand même, fait que c'est comme ça que moi, je te suggérerais de l'approcher, mais je trouve que tu as une belle énergie. Tu sais, je te sens pas stressé quand t'en parles. Fait que je trouve ça...
as l'air de quelqu'un qui va apprécier ces jeux versus des gens pour qui c'est tellement gros qu'ils figent, tu sais. Puis c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut en profiter. C'est une expérience humaine également que sportive. Là. Mais c'est ça, tu sais, je me dis... Mais je sais pas si c'est pour toi, parce que d'habitude, on fait pas nécessairement des podcasts avec d'autres athlètes, donc ça, c'est le fun de pouvoir le partager. Mais on dirait que j'ai grandi avec ce niveau-là également. Donc, tu sais, je passais des Jeux du Québec aux Jeux du Canada, championnat canadien, tout ça, puis on dirait que je suis rendue là, puis excusez, my God, c'est sur la scène internationale, et donc on dirait que c'est juste naturel d'être rendu à ce niveau-là, donc je me mets pas nécessairement la pression parce que je me dis, tu sais, il va arriver ce qui va arriver, puis peu importe, par exemple que j'échouais ou un échec, puis en même temps, ce serait pas un échec, mais que je performe pas à la hauteur de mes attentes, puis nécessairement des attentes des autres, ben, ça va être un apprentissage au pire pour les jeunes qui vont regarder, puis vont faire, ben, ça arrive de moins bien performer. Puis si je performe bien, ou, tu sais, j'ai quand même 3 chances, logiquement, donc si je performe mieux dans une autre épreuve, ben, ils vont voir que, ça se fait de bien performer aussi. Donc, dans le pire des cas, je me dis, ça va être une leçon pour tous, autant pour moi que pour les autres, si jamais ça se passait moins bien. Ben oui, exact. Puis, tu sais, comme tu dis, t'as progressé et t'es rendu là. Les temps mentent pas, là. 19 puis 22-3, t'es clairement rendu là. T'es dans le top 20 mondial dans les deux, puis top 10 des temps qui va arriver aux Olympiques, là, parce que si on regardait le classement, là, mettons, au 200, t'es 17e, il y a 12 Américaines en avant de toi, ils seront pas les 12 au jeu, là. Fait que, tu sais, t'es rendu là. C'est vraiment là. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est... Dans des sports de temps, il y a rien de subjectif. Tu vaux le temps que tu fais. Fait que si tu le cours, tu as fait ton 0 ta dernière course, tu es vraiment à ce niveau-là en ce moment. C'est pas comme un game de hockey. Oui, c'est ça. Il peut arriver plein de trucs. Des sports jugés aussi, même chose. Ouais, c'est ça, exactement. Oui. Quand c'est le chrono qui compte, c'est très différent. Mais moi, je trouve ça rafraîchissant de vous entendre les deux. Là. Je suis comme un spectateur, puis j'ose pas intervenir parce que vous avez les deux des expériences incroyables. Puis c'est le fun de constater ça. Mais je connais tellement d'athlètes, puis d'entraîneurs, puis de fédérations sportives qui protègent leurs athlètes avant les Jeux, là, puis qui les cachent quasiment, puis ils font des petites journées médias, genre 2 mois à l'avance, puis on leur parle plus, s'il vous plaît. Puis là, Audrey, tu es à quelques semaines des Jeux olympiques, puis écoute, tu es avec nous. Laurent, tu sembles dire, garde, vis ça avec le sourire. Moi, je trouve ça rafraîchissant. Je sais pas pourquoi il y en a qui ont besoin de ça. C'est peut-être normal aussi. Ouais. En fait, pour commenter là-dessus, avant les Jeux, probablement qu'il va y avoir une absence médiatique. Puis j'ai pas justement j'ai gagné un prix au niveau universitaire lundi, la semaine passée, ou cette semaine. Non, là. On est quoi? On est mardi, la semaine passée. Ouais. Ce qui fait... Puis j'ai pas pris beaucoup d'entrevues parce que j'étais en préparation pour les championnats canadiens. C'est drainant, des fois, des entrevues. Il faut répondre à plusieurs questions, puis quand on a plusieurs entrevues. Donc, je comprends à ce niveau-là pourquoi il y a certaines fédérations, certains entraîneurs qui vont un peu couper ces entrevues-là. Ouais. De là à couper complètement, non. Je me suis dit, moi, un podcast, pourquoi pas? Un podcast, c'est pas une entrevue, c'est une discussion également. Je trouvais ça intéressant par rapport à ça. Mais quand c'est des entrevues, parfois... ça peut aussi être drainant. Donc, je suis d'accord aussi, puis je comprends pourquoi il y a certaines personnes qui vont le faire. Puis probablement de mon côté aussi, il va y avoir une certaine coupure éventuellement avant les Jeux qui vont juste être, on veut focus là-dessus, plus que nécessairement dans les médias. Là. Je sais pas pour toi, Laurent, avant les Jeux, comment tu étais, là? Moi, j'aime ça. Moi, j'ai étudié en communication même, là. Fait que moi, personnellement, les médias, ça me draine pas. Mais je peux comprendre ceux que ça le fait. L'important, je pense, c'est de se respecter dans ses choix, dans le fond. De réaliser ce qui est bon pour nous. Oui. Puis, pour moi, je dirais pas que j'en ai fait nécessairement les 2-3 jours avant, là, outre peut-être les médias qui étaient sur place, parce que là, ils vont t'interpeller après certains entraînements, ils vont être dans la zone médiatique, tu n'as pas le choix de passer par là. Puis, mais tu sais, pour moi, dans le fond, de garder ça le plus normal possible, c'est comme ça que je reste le plus détendu possible. Pour moi, d'avoir une trop longue période où j'ai pas où je m'isole, ben dans ma tête, ça tourne, ça dit là, je m'isole parce que c'est important, donc là, c'est un gros moment. Donc, c'est versus appeler ma famille, relax, appeler mes amis même, juste garder une normalité, puis si ça veut dire une entrevue, ça veut dire une entrevue, mais ça me garde détendu, puis je pense que c'est comme ça que pour moi, j'ai réussi à arriver, à ne pas ressentir de pression pendant les Jeux. Moi, je courais vers la fin des Jeux aussi. Je ne sais pas, en athlétisme, c'est quand tes premières épreuves... 2 août, 4h35 à notre heure. 10h35 pour toi, je pense, c'est ça? Ouais, mais c'est ça, le 2. Donc, c'est 8-9 jours de jeu là, au niveau des blocs athlétisme.
Ouais. Donc, c'est à la fin aussi, c'est la cérémonie de fermeture, dans le fond. C'est ça, Ben, c'est quoi la que notation c'est en pas premier, puis c'est les autres après. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est souvent comme ça. Mais ce que je trouve ça bien de vous entendre, mais encore une fois, ça me rappelle, il n'y a pas un athlète pareil. Non. Et en plongeon, par exemple, Alexandre Despatie, je pense qu'il a fait une entrevue 5 minutes avant de plonger. Là. Il aimait ça, il carburait à l'attention médiatique, puis il aimait ça parler de lui, puis il était fier de... Alors qu'Emily Emmons, qui a été aussi 3 fois championne du monde, puis médaillée olympique, je ne sais pas combien de fois, elle, c'était autre chose. Elle, il fallait pas lui parler. Il y avait la fille de snow américaine, là, Chloé Kim, je pense qu'elle s'appelait, là, qui a gagné à Pyeongchang, puis était sur Twitter, en haut de la rampe, 2 sauts avant elle. Elle répondait à ses fans 5 minutes, là, littéralement, là, elle était en habit de snow. Ça, c'est plus... c'est pas la même génération que moi non plus. Moi, j'ai 31 ans. Moi, Twitter, pas la journée de la course, mais mais tu sais, à chacun sa stratégie, dans le fond. Là. Il n'y a pas nécessairement une bonne réponse. Les deux côtés de la médaille. T'es Gatineau, tu t'es entraîné à Laval, l'université Laval, tu n'étais pas dans une université américaine. Maintenant, tu es à Montréal avec Fabrice Acoué, un Québécois, un gars du Québec aussi. Vous êtes de plus en plus de Québécois à performer sur la scène internationale en étant restés au Québec, alors qu'il y a 10 ans, oublie ça. Si tu n'étais pas en Ontario ou aux États-Unis, tu n'avais pas de chance. C'était comme ça. La mentalité en athlétisme, c'était il n'y a pas de chance de se développer ici. Il faut sortir. Ben, ça fonctionne. C'est ce qu'on voit. Oui, clairement. Réponse courte, mais c'est un choix que tu as fait de t'entraîner ici au Québec? Oui. Ben, premièrement, quand je devais choisir mon université, c'est sûr qu'il y avait les États-Unis. Tu sais, je me suis fait approcher par quelques universités, mais je suis pas rentrée dans, je sais pas, dans le système pour qu'ils m'approchent puis recevoir des offres officielles. OK. Puis, moi, j'avais aussi la misère à découcher quand j'étais plus jeune. Donc, de me dire que moi, je m'en allais aux États-Unis. Puis en plus, j'avais la misère à parler anglais. J'étais pas bilingue à ce moment-là, parce que j'ai fait un cours d'immersion en anglais à l'hiver 2019 pour apprendre l'anglais. Donc, tous ces éléments-là portaient aussi dans la balance du choix, mais aussi le désir et la volonté de rester au Québec puis de prouver qu'on pouvait percer sur la scène internationale ou nationale, peu importe à ce temps-là. C'était quand même important. T'sais, pourquoi que tout le monde doit partir, puis ils reviennent, puis sont brûlés, puis en bout de ligne, partir aux États-Unis, ça n'a pas vraiment été... bon, tous ceux qui sont du Québec qui sont allés, il y en a peut-être des exceptions, mais en majorité, il s'est passé quelque chose, puis je pense que s'ils étaient restés au Québec, ça aurait peut-être été mieux. Wow. Donc, pour moi, c'était aussi ça, puis je voyais les gens qui partaient, puis qui étaient soit blessés, ou peu importe. Puis tu sais, aux États-Unis, t'en as tellement là que... Des fois, puis il y a beaucoup d'universités. Donc là, on s'entend qu'on en parle de généralité. Donc, c'est pas toutes les universités qui vont être comme ça, mais il y en a beaucoup qui vont peut-être, même si t'es blessé, ils vont te faire compétitionner. Tout ça, je trouve pas que, au niveau éthique, puis au niveau, tu sais, c'est pas juste, c'est pas correct. Donc, d'encourager ça, puis de voir que, tu sais, à ce niveau-là, quand j'ai pris ma décision, j'étais pas nécessairement au courant de tout ça parce que j'étais jeune aussi, puis j'ai pas entendu toutes ces expériences-là. Ouais. Mais je savais qu'il y en avait qui étaient, tu sais, c'était peut-être il performait pas tout le temps bien non plus quand il y allait, puis il revenait, puis il était moins bon qu'avant. Donc, tout ça, puis je le voyais, puis j'ai fait, ben, tu sais quoi, je vais peut-être rester au Québec, puis je vais l'essayer. Puis il y avait toujours l'idée puis la possibilité, si jamais je changeais d'idée, d'y aller aux États-Unis. Mais je voyais pas nécessairement la nécessité de le faire parce qu'avec le Rouge et Or, tu sais, j'ai eu tout l'encadrement, puis toute l'expérience. Pour vrai, c'est une mini-université comme aux États-Unis, mais au Québec. Parce que, tu sais, c'est pas aussi gros nécessairement parce que on parle qu'on est à Québec, là. Mais, tu sais, comment c'était fait, l'université puis tout ça, je trouve que c'était similaire. Puis, là, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui est arrivée, là, mais, tu sais, moi, ils m'ont toujours accommodé puis, tu sais, je fais des cours à distance, donc c'est juste parfait en ce moment. Donc, tu sais, juste la vie a décidé aussi, puis tout arrive pour une raison, puis je suis restée au Québec, puis mon parcours a décidé que je restais au Québec. Puis, je pense que ça a vraiment bien à donner. Absolument, puis tu n'es pas la seule. Jean-Simon de Gagné, même chose. Charles-Philibert Thibouteau, pour te nommer que ces 3 athlètes-là que tu as sans doute côtoyés, évidemment, quelque part sur les pistes à l'Université Laval ou en gymnase. Ben, bref. Je prends un exemple, là, Marie-Héloïse, elle est dans le circuit de la NCAA, mais elle est à Vancouver. Simon Fraser. Donc ça, c'est un autre élément qui est quand même intéressant. C'est faire... Ça aurait été quelque chose, c'est encore là. C'est loin, puis c'est anglophone. Donc, tu sais, ça, c'est 2 barrières quand j'ai commencé à l'université qui étaient quand même assez grandes. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que là, tu viens que tu as peut-être plus le côté des valeurs canadiennes.
mais que tu peux quand même compétitionner sur le circuit américain. C'est Donc, la seule c'est université aussi, au Canada qui fait ça, ouais, d'ailleurs. je pense que oui. Donc, tu sais, Ouais. c'est un autre côté que je trouve qui est quand même intéressant. Est-ce que c'est une autre avenue qui pourrait être faite d'embarquer dans le circuit de la NCAA? Je sais pas. Bon, regarde, on parle pour parler, là, mais je trouvais ça intéressant aussi de pas nécessairement aller aux États-Unis, mais de rester au Canada. Ouais. Tu avais aussi cette possibilité-là. Ben, on le voit aussi en patinage de vitesse, Laurent, le fait de s'entraîner chez toi, tu sais, avec les siens aussi, ça Ah oui. fait plus, là. Ben oui, ben nous, moi, ça a Calgary. été aussi une grosse décision quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, on a un centre de glace magnifique à Québec, mais moi, quand j'ai fait le 3/4 de ma carrière sur l'équipe nationale dehors, là, puis patiner dehors à moins 20 degrés, la glace est dégueulasse, du vent, de la grêle, ça fonctionne pas. On patine pas très longtemps dans l'année non plus. C'était juste 4 mois à pouvoir patiner, contrairement au field international qui patine 8-9 mois par année. Fait que oui, tu t'entraînes hors glace, mais c'est pas idéal. Mais j'ai jamais vraiment pensé. Je suis allé plus de 60 fois à Calgary dans ma vie pour des camps d'entraînement, puis l'équipe nationale était presque toute là-bas. Maintenant, on est le tiers à Québec, le 2 tiers là-bas. Mais je me suis jamais senti à la maison là-bas. Puis moi, je parle anglais depuis que je suis jeune, mais même si je parle bien anglais, c'est pas ma langue, c'est pas ma culture. Ma famille est ici, mes amis sont ici. Puis à chaque fois que j'y allais, je revenais après 2 semaines, puis j'étais drainé mentalement. Puis les Québécois qui sont allés, ça n'a pas tous été des histoires de succès. Il y en a plus qui sont venus à la tête entre les deux jambes, en fait, là, malheureusement pour eux. Là, mais il y a de quoi à s'entraîner à la maison, à être bien, à être entouré de nos amis. T'as pas l'impression d'avoir à faire un sacrifice énorme pour ton sport. Fait que tu dis, quand tu hésites d'habitude là, de rester chez toi, c'est probablement une bonne idée selon moi. Good. C'est bon, ça. On aime ça. On aime ça parce qu'on aime ça garder nos athlètes ici, mais dans des conditions gagnantes. Puis ce que je comprends, ce que tu me dis, c'est qu'au Québec, que ce soit à Québec ou à Montréal, dans ton cas, c'est à Montréal maintenant parce que l'entraîneur t'a suivi aussi, Fabrice Ekoué. En fait, c'est moi qui ai suivi Fabrice. D'accord, c'est bon, ça. Donc, donc, il y a ce qu'il faut au Québec pour performer à un haut niveau. Ça, et bravo à tout ce qui se fait maintenant au Québec en sport de haut niveau. Oui, oui, le centre a ouvert à Montréal, puis c'est Athlétisme Canada qui voyait qu'il y avait un potentiel, puis qui ont décidé d'ouvrir un centre juste de sprint. Ouais. Alors, d'avoir fait ça, je pense que c'était, on voit que ça fonctionne, là. Donc, d'offrir ça, puis on a la relève qui est là-bas aussi, je suis pas mal certaine, ils performent super bien, puis ils sont jeunes, ce qui fait en sorte qu'on développe la relève. Donc, c'est comme, pourquoi juste avoir dans un endroit, on en avait déjà 3, un dans l'ouest. En fait, 3, il y en avait 2. Je pense un dans l'ouest puis un dans l'est. Donc, un à Toronto puis un à Victoria, les centres d'Athlétisme Canada. Là, il y en a un à Montréal. Mais pourquoi juste avoir un centre à Calgary? C'est bien d'en avoir un aussi à Québec. D'en avoir plusieurs. Comme, oui, c'est peut-être de plus demandant, mais ça l'offre aussi une possibilité à plus d'athlètes de pouvoir s'entraîner dans l'environnement de haut niveau. Mais aussi, ça va offrir la possibilité de développer avec des bonnes installations des athlètes. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait. On regarde aux États-Unis, là, puis on est en avion, puis on voit, il va y avoir 5-6 pistes d'athlétisme. Il y en a partout. Oh, oui. Là, j'ai pas vu les patinoires parce que moi, je regarde les pistes. C'est plus facile aussi du haut des airs de les voir. Mais, ils ont les installations pour tous les sports, du moins. Peut-être pas tout, mais, pour plein de sports, puis c'est beaucoup plus facile, je pense, de faire ces sports-là. Je prends Gatineau. On n'a même pas de piste intérieure. Faut aller à Ottawa, qui est au dôme. Puis le dôme est opéré par l'école secondaire Gabriel, et donc on peut pas avoir accès au dôme maintenant le jour, c'est seulement le soir. Puis c'est pas en priorité parce qu'il y a le club d'Ottawa Lions qui ont la priorité. Tu penses sûr que t'as aucune piste intérieure pour l'hiver, pour les jeunes, pour les athlètes. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas de piste? Monsieur, madame, tout le monde va pouvoir aller s'entraîner sur cette piste-là. Donc, où est-ce que les gens vont courir l'hiver? OK, ils peuvent courir dans la rue, mais on s'entend que si tu veux faire un entraînement plus spécifique, puis ça pourrait même pas juste être pour les athlètes d'athlétisme. Pour tous les sports, avoir un endroit où tu peux t'entraîner à l'intérieur, autre que sur un terrain synthétique, ça pourrait être bien. Donc, il y a même, c'est pas ces installations-là. À Montréal, t'as une piste, puis t'as 2 pistes intérieures, je pense. Peut-être qu'il y en a plus, puis je suis pas au courant, mais il me semble qu'il y en a juste 2. C'est pas suffisant, là. Donc, oui, on est super choyé en ce moment avec ce qu'on a, mais je pense que pour amener les athlètes vraiment dans tous les sports confondus, il y a peut-être des installations qui vont devoir être créées, peut-être pas améliorées. C'est déjà une étape avec le centre de glace. Là. Encore là, moi,
j'ai quelque chose sur le cœur parce qu'ils ont juste mis une piste d'athlétisme alentour, mais ils l'ont pas mis assez épaisse pour qu'on puisse mettre nos spikes. Donc ça, c'est dommage. Je sais, notre préparateur physique aussi, parce qu'on en fait des départs d'athlétisme, d'ailleurs, à l'entraînement l'été, là, c'est quelque chose que je fais aussi. Puis quand on veut en faire, il faut aller au PEPS parce que c'est ça, ils prennent pas les spikes, on peut juste jogger. Oui, mais c'est tellement niaiseux. Il aurait tellement pu faire ça plus épais, puis ça n'en prend pas tant que ça. En tout cas, malheureusement, mais heureusement, ils vont pouvoir la modifier s'ils en voient le besoin. Mais heureusement aussi, ils avaient une belle place. Avant tout, c'était un anneau de glace et non une piste. Là. Ouais, donc, pour nous, c'est mineur, mais même nous, on l'aurait pris, là, c'est ça le pire, là, parce que c'est ça, les sprints d'athlétisme, j'en fais à toutes les semaines, tout l'été. Là, mais en ce moment, on l'a fait à l'intérieur au PEPS parce que la piste extérieure est en train d'être refaite, là, mais c'est ça. C'est comme la seule place, parce qu'avec les spikes, même, je veux dire, pas de spikes, ça grippe pas assez, là, pour ceux qui n'en ont jamais fait, là, c'est comme si tu poussais dans le beurre un peu, là, ça te prend vraiment l'extra mordant pour pratiquer les départs, là, puis ça se transfère à nous autres. Fait que oui, on l'aurait pris, je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aime ça, Audrey, parce que tu as de la drive. Excuse, je t'ai coupé, tu voulais dire quoi? Peut-être qu'on pourrait parler avec la ville. Très bonne idée, très bonne idée. Non, j'aime ça, tu as de la drive, mais tu sais, ça aussi, s'entraîner au Québec, s'entraîner devant les plus jeunes, ça inspire tellement. J'imagine que c'était le cas pour toi aussi quand tu as vu Jean-Simon puis Charles Philibert et d'autres athlètes, même si c'était pas nécessairement dans ta discipline. Mais tu sais, puis toi, Laurent, même chose, lorsque des jeunes patinent avec toi à tes côtés, c'est tellement inspirant. Donc, d'avoir nos athlètes de haut niveau ici avec des bonnes installations, c'est gagnant pour toutes les disciplines, ça c'est certain. Oui. Oui, c'est ça. Moi aussi, je pense que oui. Je pense que c'est ça qui est le fun de pouvoir regarder ces meilleurs athlètes, c'est que la génération d'en dessous grandit en s'entraînant, en voyant les meilleurs s'entraîner, ça te donne les habitudes de vie, ça te donne les habitudes à l'entraînement, le professionnalisme des meilleurs, puis un objectif à aller chercher. Tu sais, si tu sors tous les athlètes, tu les centralises à une place, tu les enlèves de leur province d'attache ou de leur ville dans laquelle ils étaient à la base, bien après ça, mettons le jeune ou la jeune sprinteuse de 16 ans qui est vraiment bonne à Montréal, puis il n'y a personne en avant d'elle qui fait mieux que 11,5. Puis elle a fait déjà 11,7 ou je sais pas si ça c'est plus sûrement une fille qui fait 11,7 à 16 ans. Puis, tu sais, il y a comme rien il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas la carotte en avant est trop loin. Elle s'entraîne à Calgary, elle s'entraîne à Vancouver, elle s'entraîne à Toronto. Fait que, tu sais, il y a assurément quelqu'un dans 5 ans avec qui tu vas... Ben, si tu cours encore dans 5 ans ou dans 4 ans, mettons, pour les prochains cycles olympiques, on parlera de si tu as des plans pour le futur, mais il y a sûrement quelqu'un qui va s'entraîner avec toi un jour qui va te dire « Hey, tu sais, t'es une des raisons que je me suis rendu là, ça m'a poussé à me développer, je te regardais t'entraîner, puis ça a vraiment fait un gros impact sur ma carrière. » Mais tu sais, je suis d'accord parce que s'entraîner dans un environnement de haut niveau va créer du haut niveau. Je prends un exemple au soccer. On s'était classé pour le AAA. On avait été joué, on était les plus poches. Mais bon, c'est pas grave. On finit la saison, on était tellement nuls qu'il fallait qu'on court. Nul. Ouais, on a perdu toutes nos games, je pense. Donc, vous pouvez me paraître comme vous n'étiez pas bonne, mais tu sais, au niveau qu'on était, on n'était pas si bonne au niveau AAA. Par contre, quand on est arrivé puis il fallait jouer contre l'équipe de AA, on les a plantés 9-0. Je veux dire, au soccer, 9-0, c'est beaucoup, c'est pas une game de hockey. Ce qui fait en sorte que notre niveau s'est augmenté parce qu'on s'entraînait, on s'entraînait pas, on jouait contre les meilleurs, donc de AAA. Donc, de faire ça au niveau entraînement à tous les jours, de s'entraîner pour les plus jeunes avec les meilleurs, ça va les amener à se surpasser, puis ils vont arriver, puis ils vont un jour surpasser les meilleurs qui sont là. Donc, ça fait juste un effet domino que plusieurs générations plus tard, on va juste être meilleurs. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Absolument vrai. Et tu as ouvert la porte, le soccer, tu as joué longtemps, tu l'as dit, tu étais au niveau 3A, mais bravo à tes parents qui ont flairé ton talent de sprinter à travers tes courses que tu faisais, j'imagine, au soccer. C'est ce qui t'a amené à pratiquer ton sport maintenant. Oui, c'est certain. Parce que la course était rapide, donc c'est certain que c'est venu en bout de ligne faire, on va l'amener à l'athlétisme, là. Ça paraît qu'elle est bonne. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait faire au niveau de la détection de talent. Je suis convaincu qu'il y a des joueurs de soccer ou des joueurs de basketball qui devraient essayer le 100 mètres. Je pense que DeGrasse était un gars de basketball, d'ailleurs, au départ. Puis c'est son coach qui avait dit il me semble que tu serais bon au 100 mètres. Ça arrive souvent. Puis aux États-Unis, avec le football américain, évidemment, là, le transfert se fait. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait de l'athlétisme la seule année que j'en ai fait. Hein. Je jouais au soccer, j'ai joué 8 ans au soccer, puis après ma pique de croissance, je me suis rendu compte qu'il n'y a personne de plus vite que moi. Je suis tout le temps plus vite que tout le monde. Fait qu'on s'est inscrit à l'athlétisme. Mon potentiel n'était pas exceptionnel, mais j'ai fait des Jeux du Québec, puis des championnats provinciaux. Puis, ouais? T'étais en quoi, Laurent?
100-200. Oui, pareil, 100-200 sauts en longueur. Mon PB est pas mal plus lent que le tien, Audrey. C'est 11-8, mais j'avais 14 ans. Fait que c'était pas si pire que ça dans ce temps-là. Plus jeune aussi, là. Oui, j'étais cadet, là. Mais c'est ça, c'est vraiment par le soccer. Juste, tu fais un sport que la vitesse est impliquée. Ouais. Puis je pense qu'on aurait intérêt là, à essayer de... Pas de forcer les gens à faire un sport, mais comme la détection de talent, la vitesse. Là, Essayer, ben oui. Exactement. Mais le problème avec ça, c'est que les autres sports vont dire « Ben là, on vous volait mes athlètes. » Ah non, faut pas faire ça. Faut pas faire non, ça. Mais il faut donner le choix aux jeunes, en fait. Il faut permettre aux jeunes d'essayer. Après ça, c'est le jeune qui décide. Là. Nicolas Fontaine me disait ça en ski acrobatique, entraîneur de Mia Fontaine, le père de Mia Fontaine, mais grand champion également. Puis quand il a commencé à recruter des jeunes en trampoline puis en gymnastique pour le saut acrobatique, ça prenait les mêmes qualités athlétiques. Et il se faisait dire ça par les coachs, tu me voles les athlètes, voyons. C'est ridicule de penser comme ça. Imagine, Marc, en patin, longue piste puis courte piste, il y a cette dynamique-là. C'est la même fédération au Québec. Ouais. C'est la même fédération québécoise, patinage de vitesse Québec. C'est la même fédération nationale, Speed Skating Canada ou patinage de vitesse Canada. C'est la même fédération internationale, le International Skating Union. Puis les gens veulent pas... Il y a beaucoup de gens, malheureusement encore, qui veulent pas que... parce que le long piste, c'est juste à Québec. Il n'y a pas d'anneau de long piste à Montréal. Le courte piste, c'est partout dans la province. Il y a beaucoup de coachs de courte piste encore qui ne veulent pas que leur athlète aille patiner 2 jours en longue piste parce que s'il switch, je vais le perdre. Mais il y a une raison, j'ai l'impression, pour ça, par contre, au niveau monétaire. C'est pas de votre côté en patin, si c'est ça, mais quand on est sur le programme Excellence, soit relève, élite, Excellence, il y a de l'argent qui est associé à ça. Donc, les entraîneurs qui ont ces athlètes-là, s'ils ont un certain bassin, ils reçoivent de l'argent en fonction de ça. Donc, s'ils s'en vont, ils vont perdre leur athlète. Donc, ils vont prendre de l'argent. Je ne sais pas si c'est une des raisons, mais donc, est-ce que c'est correct? Pas nécessairement, parce que il y a souvent, je ne sais pas c'est qui avait dit ça, mais je pense que c'était dans mes parents ou qui avaient entendu ça, mais que quand il y a un athlète qui est sur le podium ou qui fait une finale, je ne sais pas c'est lequel, puis qui n'est pas premier, mais il serait peut-être premier dans un autre sport aussi parce qu'il a le talent pour être là. Donc, tu sais, des fois, tu vas-tu vraiment empêcher l'athlète de bien performer dans un autre sport simplement parce que tu veux le garder sous ton aile ou peu importe, puis de l'empêcher d'aller voir un autre sport ou une autre épreuve? Je sais pas, c'est une question. Ça devrait être le choix de l'athlète, c'est certain, mais non pas le choix de l'entraîneur ou de la fédération ou de l'équipe. Si pas de faire sentir l'athlète mal non plus d'essayer quelque chose de nouveau, parce que des fois, tu pourrais faire sentir l'athlète mal, faire je veux pas l'essayer, mon entraîneur veut pas, puis si j'y vais, il voudra plus me coacher, ou peu importe, donc je suis d'accord. Puis il y a tellement plus de grands champions qui ont des histoires de pratiquer le plus de sport possible dans leur adolescence, tu sais, je veux dire, on le voit souvent, là, c'est comme le gars qui se rend dans la NFL, mais il joue au baseball, il joue au basketball, il joue au football, au secondaire, les 3 en même temps, là, tu sais, puis à un moment donné, il a choisi dans lequel il était bon. Ah oui, c'est obligatoire, tu dois faire au moins 2 sports, je pense, je sais pas si c'est dans toutes les universités ou les collèges américains, mais quand tu t'inscris dans un sport, tu dois aussi en faire un autre. Alors, j'ai connu des joueurs de football, justement, qu'on a connus par la suite, des Québécois qui faisaient du plongeon, qui faisaient d'autres sports, de la lutte. Le fit est un peu plus dur à imaginer, là, mais il y en a plein, là, je veux dire, on en parlait, là, que c'est ça, même au collège, même des hauts niveaux d'NCAA qui font le 100 mètres pour leur université puis ils sont receveurs de passes dans leur équipe de football. Là, je veux dire, tu peux très bien jumeler certains sports. Là. Ben oui, absolument. J'ai toujours fait 2 sports quand j'étais plus jeune. Donc, avant de faire l'athlétisme, je faisais du soccer puis la trampoline. Puis le centre de trampoline est fermé. Donc, on m'a amené en athlétisme. Écoute, ça a fonctionné pour toi et Laurent également. C'est bon de voir ça. Écoute, le balado va tellement bien, je trouve ça génial, mais on peut peut-être conclure un petit peu avec ce qui s'en vient pour toi. Donc, il y a 2 compétitions importantes à Montréal fin juin. Je ne sais pas à quel moment le balado sera en ondes. Peut-être que la première compétition cette fin de semaine sera déjà passée, mais les essais olympiques, c'est à Montréal fin juin. 26 au 30. Merci. Je me souviens bien. C'est ça. Je pense que c'est ça. Moi, je cours le vendredi. Tu cours le vendredi, c'est bon. Alors, le dimanche, faut aller te voir, faut qu'il y ait des gens dans l'assistance. Il faut pas non plus penser que ça passe ou ça casse pour toi. Tu es qualifié pour les Jeux. Ça prendrait quoi pour que tu n'y ailles pas finalement? C'est presque impossible. Là. Les chiffres sont c'est presque impossible que je n'aille pas tout court parce qu'il y a quand même trois chances. Là. Puis avec le relais, c'est très peu probable que je n'y aille pas. Mais il faudrait que je performe vraiment mal aux essais, puis qu'il y ait 2 ou 3 autres filles, en fait, qui fassent le standard également. Bon, donc, alors pour l'instant, tu es la seule qui a le standard, c'est ça, au 100 mètres?
Bon, alors. Et aux 200, ouais. Donc, c'est une belle occasion de t'encourager, de passer des bons moments avec toi avant que tu t'envoles pour Paris. Évidemment, à Paris, avec les temps que tu as, avec les quotas maximum par pays, tu as de très bonnes chances qu'on te voit plus que dans la première ronde. Ce serait déjà exceptionnel d'avoir une Québécoise en demi et en finale du 100 mètres. Ce serait fantastique. Je ne vais pas mettre de pression, mais je pense qu'il y a des gens qui vont découvrir Audrey Leduc grâce au balado, grâce à tes entrevues un peu partout, mais grâce surtout à tes performances. Puis Laurent l'a dit tantôt, je ne sais pas si tu as en tête ce qui va suivre par la suite, mais je ne pense pas que tu vas t'arrêter là. Hein? Non, on va commencer par faire 2024. Oui, l'objectif, c'était continuer jusqu'en 2028, mais on va commencer par finir l'année. Oui, une année à la fois, mais on est content d'entendre ça, parce qu'avec une progression comme tu as eu dans les dernières années, puis cette année spécifiquement, ça serait dommage d'arrêter là parce qu'il en reste clairement encore à aller chercher, je te le souhaite. Ouais, ben on dirait que ce serait comme. Si je resterais sur ma fin, là, si j'arrêtais après les Jeux. Là. C'est sûr. On dirait qu'il y en a d'autres. Oui, c'est ça. Puis bon, bien sûr, il peut y avoir des blessures et d'autres situations, mais je crois qu'avec l'âge, avec l'expérience, tes chronos vont probablement encore s'améliorer avec un bon entraînement, avec un bon entraîneur, avec une bonne tête, une bonne philosophie. Tout est possible pour toi. On l'espère. Excellent. Oui. Et Audrey, merci beaucoup pour ton temps avec nous. Et puis, évidemment, on va te suivre avec beaucoup d'intérêt. Puis, garde ton attitude positive. C'est vraiment rafraîchissant. Et enfin, une ambassadrice en athlétisme au Québec pour les Québécois et pour les Canadiens également. Alors, toute la meilleure des chances pour toi. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait plaisir. Merci d'avoir dit oui. Puis, on va te regarder au jeu avec gros intérêt. Ouais. C'est bon, c'est bon. Et puis, Laurent, ben, écoute, moi, je veux juste te dire merci parce que c'est toi qui as convaincu Audrey de participer au balado. Puis, je pense que les gens, puis moi, je le réalise encore plus, les gens sont contents de te parler parce que, non, mais c'est vrai, pas qu'ils sont pas contents de me parler moi, mais disons. Non, c'est ça, j'allais dire, sois pas trop dur avant toi-même quand même. Moi, j'avais aucune chance, pas vrai. Non, mais dans le sens que c'est ça, je pense que les athlètes qu'on a interviewés jusqu'à maintenant ont ce sentiment de relation avec toi qui est très fort. Alors, bravo. Ben, c'est toujours le fun de parler à d'autres athlètes. Même si j'avais jamais parlé à Audrey avant, mais c'est des athlètes qu'on pourrait se croiser dans un gala quelconque ou dans un cocktail ou peu importe. Puis c'est toujours le fun de découvrir. Parce que, tu sais, il y a tellement de trucs en commun, même si c'est un sport complètement différent, que, tu sais, de défis de conciliation, travail ou études de sport, à la vie, avec des amis, avec les voyages, avec le stress de performance, avec la relation avec l'entraîneur, que je pense que, comme tu dis, oui, tu as raison, les gens ont l'air d'avoir du fun à parler avec moi, mais moi, j'ai du fun à parler avec eux aussi. Tu sais, c'est des conversations que j'aimerais avoir, même si c'était pas du balado. Là, c'est vraiment... c'est toujours spécial entre athlètes. Il y a comme un respect instantané puis une compréhension de ce que l'autre personne vit. Ouais, j'ai vécu ça avec le groupe B210, B210. D'ailleurs, Dominique Gauthier est l'un de nos invités. Et puis, lorsqu'il y avait l'occasion de rencontrer tous ces athlètes, beaucoup en athlétisme, d'ailleurs, je pense à Damien Warner, puis à d'autres qui rencontraient des skieurs. Puis là, c'est de les voir ensemble. Et pour une première fois, peut-être, c'était le cas pour Audrey avec toi, c'est de parler de choses qui, dans le fond, n'est pas un adversaire potentiel. Tu parles entre d'athlètes de différents sports qui ont la même réalité. C'était des discussions extraordinaires que j'ai eu l'occasion de vivre avec eux. C'est très fort. Non, exact. C'est vraiment des beaux moments. Puis là, en plus, moi, c'est comme je le disais, en plus, l'athlétisme, pour moi, c'est un des sports que je trouve qui s'apparente le plus au patin de vitesse, là, au sprint. Ouais. Puis c'est exactement les distances que, tu sais, dans le peu que j'ai fait d'athlétisme, là, j'étais loin d'être un champion, là. Mais c'est exactement les distances que Audrey fait, que moi, je faisais. Fait que, c'est vraiment des trucs qui se rapprochent beaucoup de mes efforts. Son 200 à parler de la douleur. Moi, c'est un 1000 mètres. Relation amoureuse avec le 1000 mètres que j'ai depuis des années. Puis temps de réaction. C'est toutes des choses qu'on vit également en patin. Là. Et ça t'a permis une médaille. Puis, en plus, tu es encore athlète. Alors, ce matin ou tantôt, juste avant qu'on ouvre les micros, tu étais justement de retour d'un entraînement. Alors, même si c'est l'été, le patineur de vitesse en toi n'arrête jamais. Il faut pas arrêter. Il faut pas arrêter. Là. Je pense que ce serait dur de recommencer après. Puis, de toute façon, j'ai 31 ans. Je commence à approcher de la fin, mais il en reste encore plusieurs bonnes années devant moi, j'espère.
C'est génial. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là pour ce balado. Je vous invite bien sûr à nous suivre sur les plateformes audio et vidéo. Et puis, bien sûr, encore une fois, tout partenaire financier, corporatif est le bienvenu. On est encore bénévole pour l'instant. Alors, évidemment, le premier qui se manifestera, on va faire un bon prix. Et c'est une belle occasion pour tous parce que c'est ça va coûter cher quand on va être super populaire. Exact. Aussi bien embarquer dans le bateau tout de suite, là, un contrat à long terme, là, puis c'est nous qui allons le regretter après. Oui, c'est sûr. Mais écoute, merci beaucoup Laurent, puis on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bye.